On ouvre cette page Ligue 2 et forcément on va parler du FC Sochaux Montbéliard, mais avant ça on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On va poursuivre un petit peu cette 21e journée en Ligue 2 et on est en pleine période, vous le savez, mercato. On va faire un petit tour tiens, des différents clubs avec les arrivées, avec bon, pas d'arrivée de départ du côté de la C Ajaccio, non plus du côté d'Amiens, ni de la JOCR. Par contre, il y a des arrivées du côté du Sporting Club de Bastia avec Yacouba Silla qui arrive du Mouloudia Oujda, Franck Magri qui arrive d'Angers, Zachary Boucher qu'on avait déjà vu dans cette émission, dans un futur assez loin, un futur assez loin. Voilà. Dans une émission un petit peu plus reculée il y a quelques années, un garçon très sympa. Dans un passé, c'est pas un futur plutôt. Oui, 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 dans un passé. Je sais pas pourquoi je dis futur, hein. Bah, peut-être qu'on l'aura dans un Peut-être futur d'un proche. futur, hein, qui sait. Peut-être un Hein. futur proche. C'est vrai que c'est un petit peu. C'est pas forcément toujours évident d'avoir les joueurs parce que souvent, ben, à l'heure de l'émission, ben, ils s'entraînent. Donc, des fois, c'est compliqué. Et donc, Zachary Boucher. Harrison Manzala aussi, également, qui arrive du club turc de Kayserispor. Donc, cette équipe de Bastia, c'est bien renforcée. Avec un départ, celui de Stephen Kemper, qui part du côté de Guingamp. Du côté de Caen, eh bien, on va retrouver l'ancien socialien Adolphe Tekeu, qui est arrivé du club d'Erzurumspor, et qui d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, qui s'est blessé justement après peu de temps du côté du stade Bonal. Également, Djibril Diani, que l'entraîneur Stéphane Moulin n'a pas pu aligner contre Sochaux, qui arrive des Grasshoppers Zurich, mais qui avait chopé le Covid, donc on lui souhaite également un bon rétablissement. Et puis des départs, Timo Stavitsky qui quitte le club, et puis Lou Hervieux, qui part du côté de Mandel United. Et du côté du DFCO, eh bien, un retour de prêt de Saturnin Alagbé qui arrive du côté de Dijon. Et puis Anthony Ratchopi qui lui part du côté des Young Boys de Berne. Du côté de Dunkerque, eh bien, vous l'avez déjà dit dans cette émission, Adam Agnan qui arrive en prêt, qui arrive du FC Sochaux, bien évidemment, vous avez compris. Loïc Kwagba qui quitte Dunkerque. Et puis Billy Ketkeo Fonfon, qu'on se rappelle, hein, on se rappelle de ce nom. Il a joué en Ligue 1 du côté d'Angers. Et il avait joué, si je ne me trompe pas, du côté d'Auxerre également, qui donc quitte le club. Du côté de Grenoble, un nouvel entraîneur avec Vincent Ognon, on en avait déjà parlé, avec Axel Ngondo qui arrive aussi également, et puis Yannick Marchand qui retourne en prêt du côté de Bâle, donc son prêt est terminé, il retourne dans son club de Bâle. Du côté de Guingamp, comme je vous le disais tout à l'heure, transfert de Stéphane Kemper qui arrive de Bastia, Jérôme Montbry qui arrête sa retraite, rappelez-vous de ce joueur, un joueur très complet et qui avait joué, si je ne me trompe pas, pour Madagascar, il me semble bien, avec notre copain Faneva, Andrea Tsima, si je ne me trompe pas, corrige-moi, tu regarde voir, Jérôme Montbry, mais je crois que je ne me trompe pas, et Logan Ndenbe qui arrive de Kansas City, et puis pas d'arrivée du côté du Havre. Du côté de l'Est Nancy-Lorraine, un nouvel entraîneur avec Albert Cartier qui arrive, et puis Albert Cartier qui d'ailleurs... on en parlera tout à l'heure, mais Nancy s'est offert une première victoire au championnat avec Albert Cartier. Mais Albert Cartier n'était pas sur le banc car il était positif au Covid. D'ailleurs, on le salue, Albert Cartier, et puis on lui souhaite un très bon rétablissement. Départ de Benoît Pedretti, et puis arrivée d'Antonin Bobichon qui arrive d'Angers. Du côté du Nîmes Olympique, c'est pareil, c'est une arrivée d'entraîneur avec Nicolas Houssaille qui remplace Pascal Planck. Personne du côté des Chamois-Niortais. Le Paris FC, lui, voit arriver Jonathan Iglesias qui arrive de Clermont. Du côté du Pau FC, ça a recruté un petit peu avec Farid El Melali qui est un prêt d'Angers. Jared Kassa qui arrive en prêt du FC Sion. Et Denis Wilpoa qui arrive en prêt de Guimarães. Et puis un départ définitif, celui de Charlie Keita qui part du côté de Sedan. Du côté de Quevilly-Rouen Métropole, eh bien, c'est une arrivée d'entraîneur avec Fabien Mercadal qui arrive sur le banc. Et puis Bruno Irles, on en avait déjà parlé ici, qui part entraîner 3. Et Robin Taillant qui part du côté de Sedan et qui était en fin de contrat. Du côté de Rodez, pas d'arrivée. Du côté de FC Sochaux-Montbéliard, on en parlera tout à l'heure, le départ pour le moment en prêt d'Adamanian jusqu'à la fin de saison. Donc autant dire que comme il était en fin de contrat, on ne reverra pas Adamanian sous les couleurs sochaliennes pour la saison prochaine. Toulouse FC, on a recruté un petit peu aussi également, on en avait déjà parlé avec le Jamaïcain Junior Flemings qui arrive du Birmingham Legion.
Et puis également Ruben Gabrielsen, qui lui, c'est un retour de prêt du FC Copenhague. Et dès départ, Stéphane Zobo, fin de contrat, qui part du côté de Béziers. Et puis Augustin Rogel, qui lui arrive en fin de contrat. Et puis comme vous le disiez, Valenciennes, on en a parlé tout à l'heure, qui est arrivé du côté de Dijon. C'était un retour de prêt. Eh bien, c'était un petit tour de mercato. Voilà, je voulais qu'on parle un petit peu pour le moment. Après, ça va évoluer, bien évidemment, parce que les clubs ont jusqu'au 31 janvier pour terminer leur. Ils ont encore 2 semaines, quoi. Donc. Ils ont encore 2 semaines. Ils ont encore 2 semaines, c'est vrai, pour terminer un petit peu leurs emplettes, on va dire. J'aime pas trop employer ce mot-là parce que, voilà, en tout cas pour conforter leurs équipes respectives, avec aussi un départ aussi de Bastia avec Kenny Nadjera qui va rebondir en National 1. Et c'est vrai que le jeune attaquant qui avait été prêté par le Paris Saint-Germain a donc quitté la Corse après 5 mois et seulement 6 opérations en Ligue 2. Donc il a été utilisé quelquefois par l'ex-coach du Sporting, c'était, rappelez-vous, Mathieu Chabert, avant de se blesser. Le joueur de 19 ans n'est pas parvenu à monter dans le train du projet de Régis Bourroir. Et puis il part du côté de la Nationale 1. Harrison Manzala, on vous l'a dit tout à l'heure, on vous en a parlé, qui lui va se relancer après une expérience en Turquie à Kayserispor où il a très peu joué et il espère en tout cas se relancer. Du côté du Havre, c'est pas encore fait, mais Paul Le Guen souhaite le prêt d'un jeune Rennais. Alors c'est vrai que le mercato bat son plein et l'entraîneur du Havre, qui est 6e pour le moment, a confirmé son vif intérêt pour un jeune attaquant de son ancien club, le Stade Rennais, Matrice Ablin, un joueur de 18 ans, auteur de 7 apparitions en Ligue 1 cette saison et international U19. Paul Le Guen a confirmé des discussions très avancées entre les deux clubs, mais il faut encore convaincre le joueur. Il dit: j'ai parlé à la fois à Florian Maurice et Bruno Genesio, je pense qu'on a fait des choses comme il faut. Après, ce sont quand même eux qui décident. Ils ont l'air d'accord sur le principe, mais il faut que le joueur souhaite nous rejoindre également. Il a d'autres options et on a envie qu'il donne sa préférence à la nôtre, mais ce n'est pas évident. On essaie de faire avancer les choses. Je vais regarder en début d'après-midi s'il rentre en cours de jeu. Mathis Ablin est donc resté sur le banc lors de la large victoire du Stade Rennais contre Bordeaux. Mais forcément, tous les clubs essaient en ce moment. C'est compliqué. Et puis, c'est de la Ligue 2. On est en Ligue 2, on n'est pas en Ligue 1. Donc forcément, c'est compliqué. Les joueurs regardent la Ligue 2 avec un autre œil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on en avait parlé, qu'Albert Cartier, on revient du côté un peu de Nancy. Albert Cartier qui a vécu, je pense, de manière frustrante cette première victoire de Nancy avec lui comme entraîneur, puisqu'il n'était pas sur le banc. Mais il a pu parler à ses joueurs via un écran qui était installé dans le vestiaire de l'AS Nancy-Lorraine. Et donc, en tous les cas, c'est une victoire et bravo à lui pour cette première. On vous en a parlé tout à l'heure, Denis Wilpoa qui est de retour donc en Ligue 2. Il arrive du côté du Pau FC, 3e, on vous l'avait dit tout à l'heure, avec Farid El Melali d'Angers qui arrive. Jared Cassa du FC Sion qui arrive aussi également. C'est au tour de Denis Wilpoa de rejoindre la Ligue 2. C'est un milieu de terrain de 24 ans qui est prêté par le club portugais du Vitória Guimarães. Il a été formé au Stade Rennais. Il est déjà passé par la Ligue 2 sous les couleurs de l'US Orléans, dont on salue le président qui a, vous le savez, subi... un grave, pas accident, mais une explosion, un attentat du côté du Paris-Dakar, et on le salue fortement. Et de Nancy, ou de l'US Orléans, ou de Nancy plus récemment, une demi-saison en 2018-2019 où il avait participé au maintien de l'AS Nancy-Lorraine. Du côté de Valenciennes, alors là, c'est pas du tout une info mercato, c'est une drôle d'action des supporters pour demander la vente du club. Alors vous savez que c'est compliqué en ce moment pour Valenciennes, c'est vrai qu'il n'y a pas de victoire depuis le 20 novembre 2021, donc c'est vrai que Valenciennes flirte avec la zone de relégation puisqu'ils sont 18e depuis de longues semaines, voire plusieurs mois. Et c'est vrai que entre le président Heidi Ziyech et puis les employés du club, les groupes de supporters devraient accueillir avec plaisir un changement à la tête du club qui t'a donné un petit coup de pouce au destin. Et ce lundi, l'ensemble des groupes de supporters du VAFC a organisé une action de contestation autour des installations du club et dans d'autres lieux de la ville en posant des panneaux à vendre, club de football professionnel à Valenciennes. Une action destinée à remettre le sujet de la vente du club et en particulier de la vente des parts du clan SDS, j'espère que je le prononce bien,
je vais essayer de bien le faire, Ziyech, dans la holding, au centre des sujets de discussion. Le président de Valenciennes ne m'en voudra pas, j'espère. Si un de nos lecteurs souhaite acquérir le club, il y a même un numéro de téléphone. Donc c'est sympa. Les lecteurs, c'était sur le site maligue2.fr. Et puis, on va revoir un petit peu cette actualité aussi de la Ligue 2 avec, comme je vous le disais, le Logan tout à l'heure, Logan Ndenbe qui lui va quitter Guingamp pour la MLS, la Major League Soccer, c'est la direction les États-Unis. C'est vrai qu'il est arrivé en provenance d'Austin à l'été 2020. Et puis il a 21 ans, il a participé à 15 rencontres de championnat la saison dernière avec l'en avant Guingamp pour ses débuts en France. Cette saison, il a été titularisé à 12 reprises sous les ordres de Stéphane Dumont. Et puis pour le remplacer, comme je vous le disais, Stéphane Kemper a été acheté par le club breton à Bastia pendant ce mercato. On va égrener un petit peu tout ceci avec tout d'abord les rencontres. La première rencontre, on viendra bien évidemment sur ce show. On va parler de Nancy-Bastia avec la victoire de Nancy de Buzyn. Comme on le disait tout à l'heure, Albert Cartier n'était pas sur le banc. Et c'est son adjoint Arnaud Le Certeur qui lui s'est présenté en conférence de presse. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit l'absence d'Albert Cartier, c'était inédit. Cela nous est tombé dessus assez brutalement. C'était une longue soirée hier soir pour s'organiser avec l'absence du coach. Il faut noter la mobilisation générale autour de l'événement. Tout le monde a été solidaire pour le moins perturber les joueurs afin d'atteindre l'objectif. Cela nous a aidé pour aller chercher cette victoire. On aurait vraiment souhaité la présence du coach. On était déçus pour lui après le match avorté à Toulouse. C'est vrai que cette rencontre avait été reportée. Le coach avait le match à l'hôtel et on communiquait avec lui en permanence pour faire les réajustements. Nous, sur le banc, pour coller au projet de jeu qu'on voulait mettre en place. Le scénario nous a été favorable. Ça se terminait dans une ambiance de victoire comme on les aime à Pico. C'est quelque chose qui va compter, sur laquelle on va s'appuyer pour la suite. On a su saisir notre chance quand elle est arrivée. On veut repartir sur quelque chose de nouveau sur ces 19 matchs. C'est ce qu'on pouvait dire en tous les cas entre cette partie. Et puis en tous les cas du côté de la Nancy-Lorraine et du côté de Bastia, Régis Brouard lui disait simplement l'équipe n'a pas évolué à son niveau aujourd'hui, beaucoup de déchets techniques à l'image du nombre de fois où on a pu centrer, il n'y a pas un centre qui est arrivé. Après quand vous avez le bonheur de pouvoir égaliser en fin de match, dans un tel match il faut pouvoir se contenter d'un match nul. On prend un but sur une situation où on se fait un peu marcher sur la tête, j'ai senti une équipe de Nancy fébrile et on n'a pas su profiter de ça malgré une bonne entame de match. Après on est tombé dans un faux rythme, je pense qu'on est responsable de ce faux rythme et non pas à l'adversaire. On a essayé de faire beaucoup de changements en seconde mi-temps pour aller de l'avant. On a été récompensé sur coup de pied arrêté. On savait qu'ils étaient fébriles dans ce domaine et on prend ce but dans les arrêts de jeu. C'était ce que disait l'entraîneur Régis Brouard. Une autre rencontre cette fois-ci, on va continuer à égrener un petit peu avec Toulouse, avec Guingamp qui recevait Grenoble, avec pas de but dans cette partie. On va écouter la réaction de Stéphane Dumont. Enfin, l'écouter, je vais surtout vous la dire. Stéphane Dumont qui a réagi en conférence de presse. Il y a quand même beaucoup d'absents majeurs et dans ces circonstances, ce n'est pas évident. On avait un banc de 7 joueurs de 20 ans. Il y a une exigence importante de notre part, mais il faut être indulgent. Il y a un contexte à prendre en compte. On ne peut pas avoir les mêmes attentes que lorsqu'on a toutes nos forces en présence. On a manqué de liens, c'est une certitude. On a manqué aussi d'idées et de justesse pour déstabiliser une équipe bien en place. Sur les quelques situations qu'on s'est créées, nous n'avons pas réussi à faire en sorte de mettre ce but. Et puis Vincent Ognon, qui vient juste d'arriver du côté de Grenoble, lui disait simplement, c'était mon premier match sur le banc, comme j'avais dû coacher à distance la semaine dernière. J'ai essayé de ramener un peu d'ordre, de la bonne humeur et de la positivité. L'ancien coach de Grenoble va sans doute apprécier, car après une série comme ça, il faut casser la spirale négative. C'est une première étape. Ensuite, il va falloir marquer, gagner. Sur la première mi-temps, j'étais assez frustré de rentrer à 0 partout. Malgré les bonnes choses, en effet, quand on a autant de temps forts, il faut pouvoir concrétiser. En seconde période, on a manqué peut-être un peu de fraîcheur. Les joueurs sont ce soir soulagés et sont déjà tournés vers Niort. J'ai un groupe qui est à l'écoute. Ça, c'était pour les réactions de Grenoble. Et puis, une autre rencontre qui intéresse le FC Sochaux-Montbéliard, c'est Toulouse qui recevait Pau. C'était un petit peu le derby, Toulouse-Pau, deux clubs qui sont pas très loin. Non, Fred me dit qu'il n'est pas très fort en géographie. C'est vrai, en géographie. Derby du Sud-Ouest. Derby du Sud-Ouest, oui. Derby du Sud-Ouest, avec Philippe Montagnier, et qui, lui, en conférence de presse... non, je ne l'ai pas. Non, mais je ne l'ai pas, si. Si, voilà, la conférence de presse. Bon, ça a duré
pas très longtemps, en tous les cas de ce qu'il a à dire. Philippe Montagnier, il dit simplement que son équipe a livré une prestation pauvre techniquement et puis offensivement. On a manqué d'adresse ou de réussite. On a eu une barre et plusieurs arrêts de leur gardien, tandis qu'inversement, chaque demi-occasion adverse, on la paye cash. On prend encore un but sur un tir contré. Un tout petit point, un goût de défaite pour Philippe Montagnier du côté du TFC. Et puis c'est une source qui nous vient des Dépêches du Midi. Un petit mot entre Rodez et Dijon. Dijon qui s'est imposé du côté de Rodez 2-0 avec Laurent Perlade qui est l'entraîneur de cette équipe de Rodez qui dit en ce moment on a des soucis de concentration. On a été bien plus cohérent que la semaine dernière. Je trouve qu'on a fait une bonne entame, mais on n'a pas réussi à concrétiser nos temps forts à ce moment-là. Après, on a joué un peu trop souvent en attaque, placé. Et non, j'ai perdu le fil. C'est comme dans le match. On a été plus cohérent. Voilà, j'ai trouvé qu'on a fait une bonne entame, mais on n'a pas réussi à concrétiser nos temps forts à ce moment-là. Après, on a joué un peu trop souvent en attaque placée. J'ai retrouvé ma phrase pour pouvoir réussir à déstabiliser leur bloc. Techniquement, ça s'est délité. Je regrette surtout le deuxième but qu'on prend après une touche et qu'on donne. Il faut qu'on reste plus longtemps dans nos matchs. En ce moment, on a des soucis de concentration. Qu'on paye cash. Mais si Clément Depré et Pierre Bardy avaient marqué, ça n'aurait pas été le même match, mais on ne le saura jamais. Et puis Patrice Garande de son côté, lui dit simplement les joueurs étaient très disciplinés. Je crois qu'ils ont mis la communication, l'envie d'aller vers l'avant et c'est une victoire méritée sur l'ensemble du match. Après le match de la semaine dernière, après la défaite contre Nîmes 2-1 à domicile du côté de Gaston Gérard, c'est plutôt encourageant. Je leur ai dit avant la rencontre qu'on doit tous être mécontents de nos derniers matchs. Je n'avais pas de doute qu'ils étaient... Quand ils mettent les ingrédients, on gagne les matchs. J'ai vu beaucoup de discipline. Je suis content, mais je ne saute pas au plafond. J'attends le prochain match. Ce sera donc la réception de Quevilly-Rouen. On va regarder d'autres rencontres. Je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout ce qu'il y avait. Je vais vous donner les autres matchs. Après, il y a aussi Valenciennes, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Non, c'est pas Valenciennes. C'est aussi Valenciennes. Non, pas Valenciennes Guingamp. Non, c'est tout bon. Non, c'est. J'étais parti sur autre chose. Eh bien, c'était ce qu'on pouvait dire sur les résultats de cette Ligue 2. Donc Nancy-Bastia, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Il n'y en a eu que 5 au total, car d'autres ont été reportés, d'autres vont se jouer un petit peu plus tard. Mais maintenant, on va parler du FC Sochaux-Montbéliard qui recevait le Stade Malherbe de Caen. Stade Malherbe de Caen, pas très bien en point, qui est en fin de championnat de Ligue 2. Et déjà, ça partait mal pour les Canets, car ils n'ont pas pu se poser à l'aéroport prévu. Il a fallu, leur avion a été dérouté suite au brouillard qui était serait persistant sur la région. Ils ont été déroutés vers Stuttgart. Donc, à 15h15, ils ont pris le bus, si je ne me trompe pas, ou 15h, pour rallier Sochaux. Entre Stuttgart et Sochaux, il y a 300 km. Donc, un bus, ça ne va pas très vite. Donc, la rencontre qui était initialement prévue à 19h a été repoussée d'une heure à 20h. Ils sont arrivés vers, je crois, 19h10, 19h15 les Canets. Donc, juste le temps de s'échauffer. Et puis ensuite, ils vont entamer cette partie et plutôt bien, parce qu'au bout de 17 minutes... Kilomètres, Vas-y, cause dans ton micro, ça sera mieux, Fred. Il y a bien 300 km pour oui. Stuttgart. Quoi, t'avais des doutes Non, c'est toi qui avais des doutes. Oui, moi il me semblait que c'était bien. C'est au-delà de Strasbourg. Non, mais j'avais regardé quand même. C'est au-delà de Strasbourg même, au niveau géographique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la météo. Le temps d'arriver là, en passant par Strasbourg, puis longer l'Alsace, puis. C'est ça. C'est par Belfort, donc. Oui, il faut un petit peu de temps, surtout en bus. En bus, c'est pas une voiture, donc le bus va moins vite, mais ils sont arrivés à temps pour disputer cette partie. Et ils mènent 1-0 au bout de la 17e minute de jeu avec un coup franc et puis une tête qui est bien repris par Nuno D'Acosta. Et ensuite, ils vont marquer ce deuxième but, 28e sur penalty, un but dont certains diront qu'il n'y avait pas penalty, d'autres diront qu'il y avait penalty, c'est toujours compliqué. 28e minute de jeu, Caen mène alors 2-0, on se dit que ça va peut-être être compliqué à la pause. Les Canets donc rentrent au vestiaire avec ce score assez large en tous les cas, mais c'est sans connaître le Lion sochalien. Le Lion s'est énervé, le Lion n'était pas content, et le Lion, il a rugi, tout simplement, il a rugi par Aldo Kalulu dès la 52e minute de jeu, 2-1.
Et là, franchement, on se dit, allez, il faut pousser, il faut pousser. Ensuite, c'est Alan Virginus, 66e, qui égalise dans cette partie de but partout. Bah, là, on se dit, après, 66e, on se dit, c'est pas possible, il faut aller chercher la gagne. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, les Sochaliens, ils n'ont rien lâché. Et puis, à la 93e minute de jeu, un corner, ça revient sur Maxime Dokuto, qui lui se fait pas prier pour envoyer le ballon au fond des filets. Ça fait 3-2. Score incroyable, scénario incroyable, un match de dingue. Faut dire ce qu'il y a, un match de fou. C'est ça aussi, quand on parlait tout à l'heure, de prendre du plaisir. Et ben ça c'est le genre de match où voilà, vous repartez avec beaucoup de plaisir. Bon, c'est peut-être pas le cas des Canets, c'est certain, mais en tous les cas, ça fait beaucoup de bien. Voilà, au moral, bien évidemment, au moral des Sochaliens, qui emmagasinent encore de la confiance et surtout qui confirment le bon résultat qu'ils avaient réussi à prendre du côté du Havre. Ils sont en tête de la Ligue 2, c'est sûr, mais il ne faut pas s'enflammer. Les autres équipes ont des matchs en retard, mais c'est bien, on est dans le bon wagon. Moi, je vous propose de revivre ce résumé. Alors attention, vous allez avoir des frissons. Des frissons avec Sochaux, on en a déjà eu. C'est pas le premier match, mais en tous les cas, le scénario de ce match est incroyable. Et puis, c'est le genre de match qu'on a envie de vivre tout le temps. En s'imposant le week-end dernier au stade Océane, Sochaux s'est bien installé à la 5e place, reléguant les Havrais à 4 longueurs. Les doubistes peuvent même titiller les équipes de tête, qui ne sont pas bien loin devant. Il s'agit pour les hommes d'Omar Daf d'enchaîner face à Caen, 15e, pour qui c'est surtout dans le rétroviseur que l'on regarde, avec le barragiste seulement 1 point derrière. Les Canets ont remporté seulement 2 de leurs 15 derniers matchs. Et évidemment, tous les supporters et supportrices du FC Sochaux-Montbéliard attendent une victoire face à ces Canets qui vont pourtant ouvrir le score à la 17e minute de jeu grâce à Nuno Dacosta, 3e but de la saison pour le Cap-Verdien, qui prolonge le coup franc de Steve Chamal. Très belle entrée en matière des Canets qui pourtant ont eu un déplacement un peu mouvementé. Ils n'ont pas pu atterrir à Sochaux pour cause de brouillard. Ils ont dû atterrir en Allemagne et arriver simplement 45 minutes avant le coup d'envoi du match, qui a été décalé à 20h. La réaction d'Aldo Kalulu, lancé en profondeur, qui parvient à lober Ryu, sorti à sa rencontre. Mais il y a une belle abnégation de la défense canaise. Ryu qui va voir les assauts sochaliens se multiplier. Mais pour l'instant, elle tient l'équipe de Stéphane Moulin. Et elle va même obtenir un penalty avec Nuno Dacosta qui, selon Monsieur Petit, est déséquilibré. Et par Florentin Pogba. C'est Jesse Deminguet qui va faire face à Mehdi Janin et prendre l'ancien gardien clermontois à contre-pied. 2-0 à la 28e minute pour le stade Malherbe de Caen, grâce à la deuxième réalisation de Jesse Deminguet. A noter que Caen a un match en retard à disputer fin janvier face à Niort. Et Dacosta qui comme d'un carton jaune dans cette première période. Sochaux qui espère à son tour obtenir un penalty pour cette charge sur Kitala, mais l'attaquant sochalien sera averti pour une simulation. 2-0, c'est le score à la pause en faveur de Caen. C'est une petite surprise de voir Sochaux, équipe de haut de tableau, malmenée par l'équipe qui joue sa survie en Ligue 2 BKT. Mais il faut remettre dans le contexte que c'est une équipe canaise qui n'a perdu aucun de ses 7 derniers déplacements. Un succès et 6 nuls. Mais très vite, à la 52e, Aldo Kalulu va réduire l'écart à 2-1 et marquer son 6e but de la saison. À partir de ce moment-là, la peur, la crainte va gagner les rangs malherbistes, pendant que la confiance et ce besoin, cette envie de recoller à la marque
va transcender les hommes de Mardaf. On avait vu en première période l'ancien Strasbourgeois Nuno Dacosta écopé d'un carton jaune. Voici le deuxième à l'heure de jeu. Et Caen, déjà malmené, va devoir tenir en infériorité numérique. Superbe intervention de Rémi Rioux. La frappe était bien placée. Et Rioux se déploie pour sortir ce ballon du bout des phalanges. Le corner à suivre avec l'égalisation d'Alan Virginius à 2 partout. 66e minute, Sochaux a refait son retard. 3e but de la saison pour Alan Virginius. L'attaquant de 19 ans égale son total de la saison dernière. Virginius qui avait offert le succès à son équipe au match aller où Sochaux s'était imposé 2-1. Et Virginius avait marqué à la 91e minute. Et ce scénario qui avait été cruel pour Caen va se rééditer ce soir, puisqu'à la 93e minute, c'est Maxime Texera entré en jeu à la 65e qui va ajuster d'une frappe imparable Rioux. 3-2 pour Sochaux, scénario renversant à Bonal. Sochaux a été mené 2-0 à la mi-temps et s'impose 3-2 et s'empare même provisoirement de la première place de Ligue 2 BKT. Cruel dénouement pour Caen, 15e, qui n'a gagné que 2 de ses 16 derniers matchs et qui reste toujours en danger pour le maintien. C'était le résumé de cette superbe partie entre Sochaux et Caen, mais je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Fred. Alors, est-ce que tu nous entends bien, Bernard? Ah ouais, d'accord, bon, je vous entends bien, je vous entends mieux que la semaine dernière, ça va là. Bon, bah c'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cette rencontre de malades? Ah oui, non mais c'est une belle victoire, quoi. C'est une belle victoire. C'est amplement mérité, bon, parce qu'on a quand même 2 pénaltys pas sifflés. Hein. C'est vrai que là, on peut parler de l'arbitrage parce qu'il y a eu des petites Ah choses. non, mais là c'est honteux, quoi. C'est vraiment honteux, parce qu'il faut quand même pas me dire que Monsieur Petit, sur la main avant le 3e but de Maxime Docouteau, qu'il ne la voit pas, il est juste devant, quoi. Bon, après, c'est surtout, qu'est-ce qu'on attend pour mettre la VAR en Ligue 2? Voilà, c'est mais surtout qu'est-ce qu'on ça, attend? c'est surtout ça. Moi, je comprends pas ce qu'on... C'est qu'il faudrait l'avoir. Moi, je dis qu'il faudrait l'avoir. Après, l'arbitre, c'est vrai, bon, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Et, c'est vrai qu'il faut... Oui, bien sûr, l'erreur est humaine, mais là, bon, et puis, comme sur le... Bon, justement, le 3e but de Sochaux, mais pareil, la faute sur Kitala, il y a pénalty, hein, il lui prend le pied d'appui, hein. Bah, moi, je pense aussi. Après, on peut se oui, tromper, hein, mais... Même, j'ai pas été au match, j'ai regardé sur Amazon Prime, hein. Oui. Même le commentateur, il l'a dit qu'il y avait pénalty. Hein. Oui, pour moi, il y a pénalty. Après, on n'est pas l'arbitre, mais c'est vrai que ça va tellement vite. Et c'est vrai qu'il faudrait que la VAR arrive en Ligue 2. C'est incroyable quand même qu'elle soit en Ligue 1 puis qu'il n'y ait rien en Ligue 2. Mais sur la faute sur Kitala, c'est au jeu de touche de faire le boulot, hein, la base. Hein. Comment? J'ai pas entendu. Sur le premier pénalty, la faute sur Yann Kitala, c'est au jeu de touche d'élever son drapeau à la base aussi. Hein. Bah, c'est vrai, c'est aussi à eux de prendre leurs responsabilités. Hein. Ils sont en face de l'action. L'arbitre, c'est vrai, il peut être un peu reculé, mais le juge de touche, généralement, il est en face, ou peut-être trop loin. Peut-être qu'il était trop loin aussi. C'est mais c'est sûr. C'est compliqué, mais surtout... Sur le premier but de Sochaux, apparemment, l'arbitre, il voulait refuser le but pour un hors-jeu, mais il n'y a jamais hors-jeu. Hein. Non, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, je peux me tromper aussi, mais je pense pas. C'est une passe de je ne sais plus qui pour Kaloulou qui dit. C'est une passe de Tony Mauricio, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est une belle passe de Tony Mauricio. Non, au départ du ballon, au départ du ballon, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Non, parce qu'on le voit bien à la télé qu'il y a 2 défenseurs de Gand qui sont sur la même ligne. Hein. Puis après, ça aurait été dommage de ne pas siffler le but quand on connaît le scénario d'après. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais par contre, le deuxième but, il est beau. Hein. Il est bien amené. Hein. C'est ça. Mais
sur le corner de Gaëtan Westbeck, C'est ça. c'est bien tiré, c'est bien tiré. Ouais. Et si on regarde bien le deuxième but et le troisième but, ils sont marqués sur 2 corners. C'est hein. ça. Ben, comme quoi, les corners, il faut s'appliquer quand on les Ah oui, frappe. oui, non, mais c'est- Gaëtan Westbeck, il les a très très bien tirés. très, très bien tirés. c'est une vraie force, les coups de pied arrêtés. Hein. Ah oui, oui, non, mais Surtout c'est dans le sûr, foot ben, moderne. Hein. c'est ce qu'il avait dit, Omar Daf en conférence de Bien presse sûr. avant le match. Il avait dit il faut qu'on soigne les coups de pied arrêtés. Exactement, et couper au premier poteau, parce que ça, on voit plus d'attaquants qui coupent au premier poteau. Et ça, moi, je le regrette un peu, parce que chaque fois qu'un attaquant il coupe au premier poteau, généralement, c'est but. Hein. Ah oui, bah oui. Souvent, c'est Oui, but. parce Hein. que sur le deuxième but, sur le but d'Alan Virginius, je crois qu'il y a un Sochalien qui l'a touché la tête Exactement, avant, hein. il la dévie de la tête et ça retombe sur Alan Virginius qui lui Voilà. arrive bien lancé. Lui, il a juste à mettre un coup de boule, quoi. Ouais, mais faut le mettre le coup de boule parce que c'est à la vitesse, Ah oui, à la vitesse où ça va. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Mais en tous les cas, à 2-2, bah après, à 2-2, moi, c'est vrai, je disais, c'est pas possible, il faut aller chercher la gagne, ce coup-là. Et puis, Ah oui, non, mais c'est sûr. et puis Par contre, où c'est qu'il y en a un qui doit prendre un carton rouge aussi, c'est Rivérez, hein. Parce que les fautes, surtout au couteau, il en a fait, hein. bah justement, il a répondu de Maxime. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut Il a dit, répondre. voir, je vais me venger, Non, je mais- vais vous en mettre un troisième. Mais oui, et puis mais voilà. c'est Ah, comme mais ça. C'est vrai qu'il est bien. C'est comme ça qu'il faut répondre après. Tu mets une belle Ah ouais, non, mais sacoche, c'est sûr, ça finit dans le but, et après tu vas voir le joueur, puis tu dis bah voilà. Ça- Et puis C'est- on va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on a peut-être mal débuté le match, mais sur la deuxième mi-temps, ils ont quasiment pas vu le soleil. Après, quand même. c'est pas la première fois hein, qu'on débute mal les rencontres. Hein. Ah oui, ça arrive quand ouais, même, mais c'est ce qu'il disait Omar Daf. Mais je pense qu'il a quand même dû les secouer un peu à la mi-temps quand même. Oui, hein. bah, je pense. Oui, quand on est mené Je pense qu'il a 2-0, dû les secouer, forcément. parce qu'à 2-0, c'est pareil. Le pénalty, quand il n'y a pas pénalty, C'est pareil, c'est des décisions arbitrales. il plonge, il est con, je sais plus On va- soi-disant qui fait la faute, mais il Florentin, le touche Florentin Pogba. Après, il est sévère. Moi, je trouve qu'il est sévère. pas. Oui, mais Voilà, il est quand même très sévère. Mais- Il le contourne un peu, mais si on regarde bien l'action à la télé, il ne le touche pas, hein, le joueur de camp. Hein. Ouais, c'est ça. Mais comme je dis, quand on a le replay à la télé, ça va mieux. L'arbitre, c'est vrai. Après, je oui. défends personne. Hein. Mais après, c'est vrai que l'arbitre n'a pas ce replay. Et puis bon, bah, il se trompe. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis comme tu disais, il faut l'avoir en Ligue 2. Bah, il faut mettre la VAR. La VAR, Ah ouais, non, mais la c'est goal sûr. line sur les ballons. Et même je dirais même plus loin. La goal line, il faut la mettre sur tout le championnat, que ce soit National 3, National 2. Moi, je ne comprends pas encore que quand les ballons franchissent la ligne, il n'y ait pas encore un système. Parce que je pense que c'est facile à mettre. C'est pas comme la VAR. Bon, la VAR, on va pas la mettre en National 3, National 2. C'est peut-être trop compliqué sur différents stades. Mais au moins, la goal line, quoi. Au moins qu'on voit si le ballon a franchi ou pas. Et ça, on peut le faire avec la montre. Bon, je pense pas que ça doit être hyper compliqué. Non, mais c'est sûr. Et c'est important, quoi. Ça évite C'est toutes sûr. ces histoires voilà, après les C'est matchs. bien, comme il avait dit Maxime de Couteau, il avait dit il faut enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée, qu'il avait dit. Oui, c'est bien. Puis c'est bien pour la confiance parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein. C'est sûr. Il n'y a pas de hasard quand on perd 2-0 puis qu'on qu'on gagne cette rencontre 3-2. Il n'y a pas de hasard. Ça dénote qu'il y a un super groupe, qu'il y a aussi un bon staff. En fait, c'est une synergie. Il y a une bonne entente entre les joueurs. Exactement, parce qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens pour aller chercher non, ce mais c'est résultat. sûr, Parce c'est que sûr. voilà, il n'y a pas de hasard et c'est bien pour la suite. Mais il a quand même fait, quand il a fait rentrer les trois remplaçants, Omar Daf, il a fait un beau coaching quand même. Hein. Oui, après, il fait le coaching en fonction de ce qu'il a aussi également. Hein, non, mais c'est sûr. Et, Comme quoi, un match à 2-0 à la mi-temps, il n'est jamais gagné. non, jamais en football. Ah jamais. Oui, il n'a jamais gagné. Il y a vraiment. C'est vrai qu'ils ont quand même eu un mental cassé parce que remonter 3 buts comme ça, il faut le faire quand même. Hein. Ah bah c'est énorme. Ça veut dire que cette équipe, Ah elle a un c'est mental. Ça veut dire qu'elle a un mental et ça, c'est ce qu'il va falloir si en fin de saison, il peut y avoir quelque chose. C'est vraiment avec ce mental-là parce qu'on peut avoir des individualités voilà, qui sont peut-être moins fortes que certains autres clubs. Mais quand tu as le mental, en fait, ça, tu le combles en fait. Donc puis on le voit dans le sport, on le voit dans le sport, on voit dans le foot. Souvent, c'est le mental qui fait la différence. Quand tu montres à l'adversaire que mentalement, tu vas être là, que ça va être compliqué pour lui,
Bah, déjà, voilà, si l'adversaire est un peu moins bien mentalement. Ce qui nous aide bien aussi, c'est le carton rouge, mais il est amplement justifié. Hein. Oui, mais après, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage. Comme le dit Omar Daf, c'est l'arbitre. Voilà, l'arbitrage est ce qu'il est. Mais si ton équipe est plus forte, bah, elle doit s'imposer. Il faut tout. Faut pas calculer, il faut jouer. Oui, tout Voilà. à fait. Jouer. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur les deux pénaltys, bon, au moins en siffler un, quoi. Après, il n'a pas sifflé. C'est comme ça. C'est l'histoire d'un match. Oui, non, mais moi, je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu contre Sochaux, ça. Après, c'est un peu de l'anti-jeu, parce que j'ai encore pas eu l'occasion d'aller sur Twitter. Après, peut-être qu'il y aura un penalty qui sera sifflé et puis que ce sera celui qui nous emmènera peut-être, je ne sais où. J'ai quand même laissé un beau message sur Twitter, oui, résumé, parce que j'ai en abonnement, j'ai Yann Kitola, et puis il a dit merci à tous les supporters. J'ai dit oui, j'ai dit même si on n'était pas au stade, on était derrière notre écran. Exactement, quand on pousse, ça pousse de partout, qu'on soit au stade, qu'on soit devant son écran. Après, on ne peut pas toujours être disponible non plus, hein, c'est compliqué. En plus, il y avait une jauge à 5000 personnes, donc tout le monde n'a peut-être pas pu avoir de place. Et c'est vrai que tout le monde pousse. Et puis j'aime encore bien, parce que samedi soir, il faisait froid, j'aime encore bien être dans mon canapé, moi. Bah, c'est ça, on aime bien aussi son petit confort, hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais je conseille aux gens quand même d'aller voir un match en réel. D'aller voir un match en réel, parce que là, ils vont en prendre plein les yeux. Mais je trouve, bon, moi j'étais voir quelques-uns, j'étais voir Nîmes, j'étais voir Niort, puis 3 ou 4 j'étais en voir. Bah oui, t'es infidèle. Mais on a placé, quoi. Ah, puis même, je trouve que c'est un stade qui a été, à l'anglaise, hein, comme on dit, qui a été bien pensé. Franchement, on voit bien de partout. Après, on n'a pas de replay, hein. On peut pas revoir l'action. Voilà. C'est pas la télé. Hein. On voit l'action qu'une fois et puis voilà. Et donc il y a pas de replay, mais on vit, on sent. Il y a une âme, il y a quelque chose. On sent l'action arriver. On sent. De toute façon, moi, à chaque fois que je vois Bonald, j'ai des frissons. Bah bien sûr, mais tout le monde. Mais c'est ça le plaisir. C'est prendre du plaisir, c'est ça, c'est avoir des frissons, ressentir une émotion, et c'est pour ça qu'on va au stade, parce qu'on aime ça. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai sur ce match-là, moi j'aurais été au stade à 2-0 à la mi-temps, j'aurais été fin fou, quoi. Bah, je pense que partout, j'aurais été fin fou. Je pense que les gens ont vécu un gros moment. Après, on en a déjà vécu avec Sochaux des grands moments et des très grands moments. On espère d'ailleurs en revivre encore des très gros. Oui, j'espère. Mais c'est vrai que c'est le genre de match où, comme je disais tout à l'heure à Fred, c'est le genre de match où tu prends une claque, mais au bon sens du terme, quoi. Tu prends une bonne gifle et puis après, t'as le moral toute la semaine. Oui. C'est ce que me disait mon copain Eric, lui était au stade, il a abonné. Il m'a dit, oh, il m'a dit, il y a un match de fou, il m'a dit, ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça, il m'a dit. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait plus vu un match comme ça, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Bon, après, j'espère qu'on n'attendra pas. J'espère qu'on a Dunkerque, là, faut prendre 3 points. Ouais, c'est ça. Donc j'espère qu'on n'attendra pas d'être mené 2-0, hein, que ça s'inverse un peu de temps en temps. Il faudra quand même faire attention, parce que je crois qu'Adamangan, il est prêté à Dunkerque, il me semble. C'est ça, il est prêté à Dunkerque, oui, c'est vrai. Sur la fin de la saison. Il faudra quand même faire attention à lui, quand même. Après, Sochaux a les armes pour répondre. Oui, bon, ça sera peut-être pas un petit coup tous les matchs non plus, quoi. Après, voilà, quoi. Non, après, il y aura un autre arbitre. Après, il ne faut pas faire en fonction des décisions arbitrales. Après, l'arbitre se trompe, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, mais après, si l'équipe fait son jeu comme elle doit le faire. Sur la main avant le but de Maxime Dokuto, elle est visible. On ne peut pas rater une main comme ça. Bah si, il l'a pas vu. Après il n'est pas tout seul, il a aussi des... son drapeau aussi, j'ai pas trop fait gaffe sur la main. Hein. L'arbitre est aidé aussi par ses assistants, c'est aussi à eux de dire quand ils voient quelque chose. Hein. Oui, c'est sûr. C'est comme ça. Bon, allez, on gagne à Dunkerque alors. On continue là. Par contre, je me suis trompé, j'avais dit 2-1, moi, Sochaux. C'est ça. Bon, après, on a gagné quand même. On a gagné quand même. On a gagné. C'est le principal, on a gagné. Donc là. Et puis, Ajaccio a 2 matchs de retard. Oui, c'est ça. Après, on est premier, c'est bien pour le moral, c'est bien pour tout. Voilà. On est surtout.
ça serait bien qu'on arrive à la 38e journée qu'on soit premier. Non, mais C'est pas mal. ce qu'il y a d'intéressant là en étant en premier de Ligue 2, ça veut dire qu'on montre aux autres que Sochaux sera là. Voilà. Sochaux, Voilà. Sochaux est dans Ça, la c'est place, super. comme on dit, comme disent les jeunes. Donc Sochaux est là et Sochaux sera là, j'espère, jusqu'au bout, parce que maintenant les gars, ils vont pas lâcher, c'est pas possible. Ah, mais non, Là, non, on lâche plus rien. Là, c'est- Là, on joue la montée. Non, mais c'est clair. Là, ce coup-là, il faut le dire. On joue la montée. Enfin, moi, je le Ah dis, oui, c'est pas bah possible. oui. On peut pas. Déjà en gagnant au Havre, en battant Caen de cette façon-là. Ah oui, non, mais c'est Maintenant, l'objectif, il est clair, ce coup-là. Si, Parce que, comme a dit Stéphane Moulin, l'entraîneur de Caen, bon, il a dit on est frustré parce qu'on mène 2-0, puis après bon, on ne sait pas gérer derrière, quoi. c'est ça. C'est vrai que ça a été une journée compliquée pour eux. Hein. Ah oui, C'était très compliqué. Et En plus, ils ont matché quand même en- oui. en plus, Ils ont c'est atterri un. à Stuttgart au lieu de Mulhouse, quoi. C'est un entraîneur que j'apprécie vraiment beaucoup. On l'avait vu ici face au Besançon Football avec Angers quand il était venu jouer. Je crois que c'était le Besançon Football contre Angers en Coupe de France. Et voilà, c'est quelqu'un de très sympa, et il a fait du super boulot du côté d'Angers. Moi, j'aime bien cet entraîneur. Bon, Bon, c'est bien, ça s'est gagné, puis je suis content pour Nancy aussi, parce que Nancy, c'est Albert Cartier, puis ils ont gagné. voilà, C'est moi, bien. je suis content pour Albert et comme je disais, Sochaux, j'espère qu'ils vont monter, mais Nancy, j'espère qu'ils vont se sauver, quoi. écoute, en tous les cas, on apprécie vraiment Albert Cartier, nous aussi, et puis on lui souhaite un très bon rétablissement car il était positif au Covid, il n'a pas pu être sur le banc du côté de Nancy, et on lui souhaite un très bon rétablissement à Albert. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Moi, je rappelle lundi prochain pour la victoire à Ah, mais- Dunkerque. Et tu vas être obligé de rappeler tous les lundis parce que tu portes chance Oui, là. non, mais de toute façon, moi j'écoute et j'appelle. Moi, je suis obligé. Moi, je suis socialien un jour, socialien toujours. Exactement, c'est toujours ce qu'on dit, c'est vrai. Et merci beaucoup Bernard, bonne soirée à Il n'y toi. a pas de souci. Bonsoir, bonne soirée. Puis Bonsoir, bonne semaine. merci Puis à la d'avoir prochaine, appelé. puis à la Sochaux. Merci d'avoir appelé, à bientôt. C'était Bernard qui nous appelait fidèle supporter des jaunes et bleus. On écoute un petit peu le cri de joie dans les vestiaires. Allez, c'est toujours des moments sympas. Alors ça, c'était dans le vestiaire sochalien, et puis ça, c'est du côté des joueurs avec les supporters.
Ah, que c'est bon, d'entendre tous ces cris de joie. Voilà, c'était un bon. Voilà, c'était vraiment très sympa après une très belle victoire. Mais je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Je crois que c'est Luc. Bonsoir, Luc. Oui, salut Fred, salut toute l'équipe. Eh ben, je te souhaite déjà tous mes voeux pour cette année 2022. Eh ben, pareil pour toi et puis ta famille. Merci beaucoup, Luc. Bon, sympa cette victoire quand même. Ah ben, elle est sympa et puis je pense qu'elle est révélatrice de ce qui se passe cette année à Sochaux, c'est que l'équipe à défaut d'être efficace, parce que je crois qu'il n'y a que ça qu'on peut reprocher à l'équipe de ne pas être assez efficace, mais je crois qu'elle a un mental d'acier. Parce qu'on remonte une situation compliquée à Guingamp en début de saison, on remonte 2 buts à Bastia où c'est jamais simple, pour arracher un point qui comptera peut-être beaucoup à la fin. Et puis celui-là, je pense que la victoire, elle va valoir très très cher. Elle a été acquise aussi avec beaucoup de qualité. Et puis on peut féliciter aussi Omar Daf pour ses choix très offensifs en seconde mi-temps qui ont poussé l'équipe pour aller chercher la victoire. Et ce match peut-il être un déclic? Oui, bah, un tournant en tout cas. Des clips dans l'organisation qui était celle au départ, avec Yann devant qui joue en une sorte de rôle de pivot, quoi, que j'ai bien apprécié. Après, bon, il faut relativiser quand il leur manquait aussi beaucoup de joueurs très importants, tout comme au Havre. Mais bon, je pense quand même que c'est une victoire qui va compter beaucoup. Et puis on a beau dire ouais, Sochaux ça marque pas, en attendant Sochaux ils sont tout en haut par le biais des matchs en retard, mais je pense que ça c'est quand même assez révélateur quand même. Oui, puis surtout ça indique aussi aux autres clubs que Sochaux est là et sera là. C'est aussi voilà, une petite peut-être pas une petite pression, mais je veux dire Sochaux va être là sans doute pour jouer les premières places. Hein. Il faut pas. Je pense qu'il faut plus se cacher. Bah non, faut plus se cacher ce coup-là. Les joueurs ne le disent pas ouvertement, mais je pense que derrière dans leur tête, il faut. Voilà, je pense qu'ils ont quand même la montée à la fin de la saison. C'est obligé. Quand tu es premier comme ça, un peu plus de la moitié du championnat, tu peux pas te cacher derrière, quoi. Après, voilà, il reste beaucoup de matchs, mais c'est vrai que on a beau louer le très beau jeu de certaines équipes comme Toulouse, comme Auxerre, elles n'arrivent pas à se détacher. Et puis, pour le moment, on est devant, donc c'est très bien, quoi. Oui, mais comme tu disais, c'est vrai que tu parlais de mental tout à l'heure, et c'est vrai que c'est là-dessus aussi. Voilà, bien sûr, les joueurs ont tous des qualités, bien évidemment, techniquement, mais le mental, souvent, ça fait la différence après une saison très compliquée. On sait que la Ligue 2, c'est très compliqué, et ce mental-là peut faire la différence en fin de saison. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis c'est pas la première fois, quoi. Non. C'est pas juste l'histoire d'un match, quoi. C'est pas la première fois qu'on remonte des buts pour aller arracher des points ou une victoire. Et je pense que ça, c'est quand même très très intéressant et très très bon signe, quoi. Oui, puis c'est vrai que il y a le mercato qui est en cours. C'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des attaquants en plein hiver. Comment tu juges un petit peu? Bon, il n'y a pas encore d'arrivée, il y a juste un prêt avec Adamanian qui quitte donc le club pour Dunkerque. Comment tu vois ça, toi, ce mercato? Qu'est-ce qu'il faudrait pour Sochaux? Bon, on parlait d'un buteur, bien évidemment, même si c'est toujours une denrée rare et compliquée à avoir en plein hiver. Comment tu juges un petit peu ce qu'il faudrait? Sincèrement, si c'est pour prendre quelqu'un, ça sert à rien. C'est vrai. Après, c'est mon point de vue. Après, je pense quand même qu'il faut recruter. Mais voilà, il faut quand même que le mec qu'ils vont recruter soit au moins du même niveau que ceux qu'on a. C'est vrai. Parce que si c'est pour prendre un gars puis le faire jouer un quart d'heure par match, ça sert à rien. Oui. C'est évident, quoi. Non, c'est vrai pour que moi, c'est mon sentiment, quoi. Donc après, c'est pas parce qu'on a mis 3 buts hier soir qu'il faut dire on n'a plus besoin d'attaquant. Si, je pense qu'on en a besoin d'un. Et ça ne pourrait être... S'il est vraiment au-dessus, ça peut être que bénéfique pour la suite de la saison. Et en ce qui concerne le mercato, je pense qu'il faut recruter quand même un latéral gauche, quoi, pour mettre un peu plus de concurrence sur ce côté-là. C'est vrai qu'il y avait... Marvin Senaya a fait un très bon match. Ouais. Et que la demi-heure qu'a joué Ndour était plutôt intéressante aussi, quoi. Mais je pense quand même que de ce côté-là, il faut aussi recruter un latéral gauche, quoi. Donc un latéral et un buteur pour toi, c'est les deux postes. Pour moi, c'est suffisant.
D'accord. Donc c'est vrai que le buteur, c'est vrai que c'est compliqué à trouver. C'est vrai qu'on on a vu les noms que Sochaux avait sollicité, Adrian Gribic qui est lui parti ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on est en Ligue 2 d'attirer comme ça, même si on s'appelle Sochaux, qu'on joue les premières places. Un buteur, un grand buteur, c'est toujours compliqué à attirer quand on joue en Ligue 2. Tu en penses quoi, toi? C'est loin d'être évident, à moins de tomber sur, je veux pas dire un coup de bol, mais une perle rare que personne n'a fait gaffe, et puis voilà, qui va exploser, un peu comme Gerbic l'avait fait quand il était à Clermont. Hein. Ou se tourner vers l'étranger, peut-être? Chercher un buteur à l'étranger. Je pense qu'il faut aller par là, parce qu'en France, le marché, voilà, il est super fermé, quoi. Puis cher. Donc, non, moi, je Sans pense doute. qu'il faut se tourner vers l'étranger, aller voir, je ne sais pas, dans les pays de l'Est, dans l'ex-Yougoslavie, il y a toujours eu des super joueurs là-bas. Donc, je trouve qu'on ne va pas assez chercher dans ce genre de pays, quoi. Oui, puis il y en a. Pour moi, c'est mon sentiment, quoi. Je trouve que ces pays-là, ils sont engorgés de super joueurs et il faudrait peut-être aller chercher par là-bas, quoi. Oui, c'est vrai. Puis il y en a toujours eu à Sochaux. Hein. Il y en a toujours eu. On en connaît des quelques-uns. très bons, hein, l'ex-Yougoslave, quoi. C'est ça. Alors Mais peut-être. bon, maintenant, voilà, quoi. On n'est pas dans la cellule de recrutement. Non, Donc, on c'est ne sait pas. sûr. C'est sûr. Justement, on mettra un message tout à l'heure parce qu'il y a Samuel Laurent qui a parlé sur Twitter là à nos confrères de France 3 et on mettra le son tout à l'heure. Bon, on enchaîne à Dunkerque alors. Là. On enchaîne à Dunkerque. Ça va pas être une paire de manches facile, quoi. Mais Bon, on va il y a espérer quand même les moyens dans les 3 matchs qui viennent, au moins de maintenir, qu'on reste dans les 5 premiers à partir à l'issue de ces 3 matchs qui viennent, quoi, en respectant les équipes. Mais bon, Dunkerque, Amiens et Grenoble, je pense qu'ils vivent une situation qui est quand même très compliquée. C'est vrai. Je pense quand même qu'il y a moyen de faire au moins 7 points sur 9 sur ces 3 matchs, quoi. Oui, c'est vrai. Après, il faut pas non plus s'enflammer. Il faut rester humble et puis prendre les matchs. Voilà, t'as résumé. Il faut rester humble. Le chemin est encore très très long. Les confrontations directes vont être importantes. Et puis éviter de ne pas trop lâcher de points contre les derniers, contre la deuxième partie de classement, comme on a l'habitude de le faire. Donc, oui, garder, comme tu disais, garder l'état d'esprit de cette deuxième période contre Caen. Voilà, les matchs. C'est comme ça qu'il faut les aborder en mettant du rythme, de l'intensité, même si des fois voilà, on peut être fatigué, mais toujours mettre du rythme et de l'intensité et puis après ça reste du football. Tout ce qui fait plaisir dans cette victoire, c'est que vraiment on est allé, les joueurs sont allés la chercher, parce que c'est pas avec ce qui nous a dirigé le match. Oui, puis on ne pas compter sur lui pour nous donner quelque chose, quoi. Donc on va rester poli et correct envers le corps arbitral, mais bon, franchement, ce qu'on a vu, je sais de quoi je parle. Oui, c'est ce que j'allais te dire en plus. Samedi soir, c'est quand même, je ne peux pas dire de l'incompétence, mais presque de la malhonnêteté. Enfin, pour moi, c'est comme ça que tu l'interprètes. Pensé, quoi. Bon, en tous les cas, ils sont passés au-dessus les Sochaliens et c'est vrai que ça aurait pu freiner. Mais le discours de Mardaf là-dessus a été une bonne chose. Voilà, il ne faut pas s'occuper des décisions arbitrales. Il faut vraiment aller chercher cette victoire. Malgré cela, des fois, on sait que ça peut inhiber. Mais en tous les cas, ça les a peut-être survoltés, les Sochaliens. Peut-être aussi, oui. Je pense qu'il y a eu un esprit de révolte. Et je pense que ça a été aussi une des clés de la deuxième mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Et puis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs, à Dunkerque. Au Stade Bonal. Voilà. Ah, voilà. Tu vas à Dunkerque? Je vais à Dunkerque, ouais. D'accord, eh ben, parfait. Bon, on te souhaite un bon match et puis surtout, on souhaite que les victoires continuent à s'empiler du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Exactement. Merci beaucoup, Luc. Bonne soirée à toi et bonne semaine. C'était Luc, fidèle supporter également des Jaunes et Bleus, qui nous faisait l'amabilité de nous contacter pour s'exprimer. Donc si vous voulez encore vous exprimer, venez vite car l'émission commence à toucher à sa fin. Mais on a encore des choses à dire. Allez, on parle de la réaction de Maxime Docouteau qui a inscrit ce but à la 93e minute de jeu, synonyme de victoire. On l'écoute. Une très bonne émotion, a fait du bien, d'enchaîner 2 victoires de suite.
Je crois que c'est Marvin qui l'avait dit. Et oui, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Pour moi, ça reste assez logique quand même. C'est pas fou, c'est pas un hold-up, ça reste logique quand même. On a fait une mauvaise première mi-temps un peu poussive. Après, je trouvais de l'extérieur c'était difficile, ils étaient à 5, c'était bien organisé. Et puis on s'est bien repris en deuxième. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on l'a déjà fait à Bastia, le 2-0, 2-2, la remontée. Donc ça montre qu'on est solide et qu'ensemble, on peut pas réaliser l'impossible, mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et encore une fois, ce soir, on l'a fait, je suis content, faut continuer. On peut pas à domicile... déjà, je crois que c'est la première fois qu'on est mené 2-0 de la saison à domicile, donc ça fait bizarre. Et puis à 2-2, quand on était à 10, il y avait l'espace, ils étaient acculés dans leur but. En plus, le penalty qui n'est pas sifflé alors que le mec il plonge avec les deux mains devant. Mais c'est bien, le coach nous dit de ne pas nous reposer sur... qu'il y a toujours des erreurs de l'arbitre, il faut s'y attendre et qu'on peut compter que sur nous. Et encore une fois, ce soir, on a montré qu'on était présent. Le mec qui me prend en marquage, je sens qu'il me suit, donc je fais genre je vais aller au deuxième et puis c'est un peu, comment on dit, le flair, ouais. Je sens qu'elle va revenir en retrait, c'est la position que le coach m'a donnée. Et du coup, c'est mon boulot d'être là si elle retombe pour finir. Et après, j'ai envie de dire enfin, parce qu'avec tout ce que j'ai raté en première partie de saison, ça serait bien que sur cette deuxième partie, j'arrive à enchaîner les buts, les passes décisives, d'être plus précis déjà. Ce serait bien. Je dis toujours que ce soit dans le football, dans la vie, s'il y a quelque chose qui n'arrive pas, que ce soit un échec, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend et j'y crois vraiment. Et bon, on va dire que la preuve aujourd'hui. Exactement, la preuve aujourd'hui, toujours y croire, surtout dans le sport et comme un petit peu partout. C'est un petit peu, pas le proverbe, mais c'est ce qu'il faut se dire souvent. On écoute la réaction des entraîneurs, Omar Daf, qui lui félicite son équipe. Puis également, vous allez entendre la réaction de Stéphane Moulin, dont la coupe est pleine. Hein. C'était une journée compliquée. Beaucoup de rebondissements, beaucoup d'émotions, mais c'est un match qu'on est allé chercher avec de la qualité, avec beaucoup de personnalité. Je pense que mener 2-0 à la mi-temps, c'était mal engagé. Maintenant, on a su faire ce qu'il fallait pour gagner ce match. C'est difficile d'arbitrer, on essaie de se mettre à leur place, mais pour nous, ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a Ajaccio, il y a Bastia, il y a encore Valenciennes. Mais bon, je vais pas me réfugier derrière ça. Ce soir, je vais retenir le positif. Le positif, c'est que cette équipe a joué, cette équipe a montré des valeurs. Sur le plan technico-tactique, on a dominé notre adversaire, même si ils ont eu des conditions difficiles. Cette victoire, on est allé la chercher avec nos armes. Voilà, on a fait des réajustements sur le plan tactique et des changements qui nous ont apporté beaucoup de dynamisme. Et je pense que c'est une victoire qui va compter, il va faire beaucoup de bien au groupe. Chaque point est important. Donc ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps, c'est qu'il fallait oublier la première mi-temps. Il ne fallait pas se réfugier derrière l'arbitrage. Nous avons perdu la première mi-temps, il fallait gagner la deuxième. Et pour ça, il fallait y aller étape par étape. La première chose, c'était de retrouver notre calme, la lucidité. Et c'est ce qu'on a fait en réussissant à en revenir au score. Ça a mis cette équipe dans le doute. Et oui, notre qualité nous a permis de gagner ce match important. J'ai des joueurs qui adhèrent à ce que je propose et ils le font de fort belle manière. Donc ce soir, on voulait aussi gagner pour nos supporters qui n'étaient pas là. Mais malgré tout, on les a entendus. Et puis on voulait aussi rendre hommage à Michel Gardesper et toute sa famille. Donc cette victoire est aussi pour eux. Il y a des éléments qui sont factuels. Quand on se retrouve à 10, on prend un but au bout de 5 minutes et qu'on se retrouve à 10 pendant, je ne sais plus, 30 ou 35 minutes, ça devient encore plus difficile. Donc voilà, on a fini par craquer parce que en ce moment, on n'est pas en réussite, depuis un bon moment d'ailleurs, et qu'on concède beaucoup de buts dans les derniers instants. Mais quand on se retrouve en infériorité numérique, évidemment que ça ne fait que amplifier ce phénomène. Sincèrement, j'ai pas pour habitude de me défiler, mais bon, voilà, on est parti à 9h moins le quart ce matin. On est arrivé pour jouer le match à 19h10, pour jouer à 20h. Voilà. Ça a commencé comme ça, mais il n'y a qu'à nous que ça arrive. Hein. Je veux dire, c'est assez incroyable. Puis après, on perd un joueur au bout de 5 minutes, blessure, puis on prend un carton rouge, puis on prend un but à la 95e. Bon, voilà, je crois que la coupe est pleine pour ce soir. Il n'y avait plus beaucoup de place pour la remplir jusqu'ici, mais c'est vraiment... Je pensais après chaque match avoir tout vu, mais à chaque fois on arrive à
à dépasser ce cap. Donc vous vous doutez bien que c'est pas simple à vivre, c'est pas simple à accepter. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Voilà, on peut pas faire grand-chose pour l'instant, si ce n'est de continuer à s'accrocher. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon, vous imaginez bien que ce soir, c'était pas la fête dans le vestiaire. Oui, c'est sûr qu'on imagine bien que ça ne doit pas être simple après une telle partie et puis surtout un déplacement qui a été plus que compliqué. On va vous donner la prochaine journée, ce sera la 22e journée, mais avant ça, il y aura la 21e journée qui va se terminer ce soir avec Paris FC Le Havre à 20h45. Deux équipes également qui sont dans le haut de tableau, donc un match nul, ce serait pas mal pour les Sochaliens, un match nul. Et ensuite, mardi 19 janvier, ce sera donc les matchs en retard de cette 20e journée avec Toulouse-Nancy qui avait été reporté suite aux conditions météorologiques à 19h. Et puis Amiens, AC, Ajaccio également à 19h. AC Ajaccio qui est aussi 3e en ce moment du côté de la Ligue 2. Ensuite, 22e journée, samedi 22 janvier à 15h, on aura Auxerre Paris FC, Valenciennes-Nancy à 19h. Toutes les autres rencontres auront lieu à 19h. Donc Valenciennes-Nancy, Dunkerque, Sochaux, Le Havre Rodez, Bastia-Toulouse, Grenoble-Niort, Amiens-Guingamp, Pau FC Nîmes, Dijon-Quevilly. Et au classement, vous le savez, Sochaux est en tête avec 39 points, suivi de Toulouse, 38 points. Mais ça pourrait changer car ces équipes ont des matchs en retard, tout comme la Ajaccio est 3e, 38 points, 4e Auxerre, 36 points, 5e le Paris FC, 36 points, et en bas de classement on retrouve Amiens, Dunkerque et Nancy aux 3 dernières places, donc 18e, 19e et 20e position. Au classement des buteurs, c'est Rhys Helley qui en est à 13 buts, suivi de Charbonnier, 12 buts, et puis Mendy, 9 buts. Eh bien on termine cette Ligue 2 et puis on laisse la place toute chaude. Mister Frédéric Fitch pour National 2, National 3. Pour National 2, ça va aller vite, je crois. Oui, puisqu'il n'y a eu aucun match. Donc, si le match a eu lieu quand même à Belfort. Le match a été arrêté. Oui. Voilà, alors que Belfort perdait 1-0 et le match a été reporté. Donc ce week-end, ils iront du côté de la réserve de la JOCR en parlant des Belfortins. Et puis, Jura Sud recevra Fréjus Saint-Raphaël puisque leur match à Remilly n'a pas eu lieu du côté de la Haute-Savoie, puisque Remilly est en Haute-Savoie, bien sûr, entre Annecy et Chambéry géographiquement parlant, donc connaissant la géographie. En parlant de matchs reportés, on parle de National 3, puisqu'il y en a eu 3 aussi de reportés. Et Morteau-Mont-de-Bon-Guignon, c'est à Pontarlier Racing Besançon et Monceau Grand-Villard ont été reportés. Ça n'aura pas empêché donc le Besançon Foot de gagner contre Val-d'Aon 2-1 et que la réserve de FC Sochaux-Montbéliard s'est imposée hier du côté face à Jura-de-Loire 4-0. Alors au classement, le Racing Besançon est premier avec 30 points. T'as oublié Dijon aussi. Dijon se longeait un but partout. Voilà. Je te le donne. Merci. C'est vrai que je donne pas souvent les matchs de club bourguignon, c'est vrai, mais c'est... ça fait partie du groupe de National 3, monsieur Frédéric Fitch, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, plus priorité... priorité à tout le monde, bien sûr. Donc le Racing Besançon, premier avec 30 points avec un match en retard, il faut pas oublier qu'ils sont invaincus. C'est la réserve du FC Sochaux-Montbéliard qui est deuxième avec 20 points, tandis que Jura-de-Loire est quatrième avec 17 points. Grand-Villard et le Besançon Foot sont 7e à égalité avec 15 points. Le CA Pontarlier est 12e avec 9 points. Morteau-Mont-le-Bon est 13e avec 7 points. Et Vadon-Versel ferme toujours la marche avec 1 point. Et ce samedi, outre le derby bisontin que nous suivrons bien sûr, il y a 15h apparemment d'après ça c'est une excellente nouvelle. Moi je le dis, c'est une excellente nouvelle parce que c'est vrai que ce samedi soir... il y avait donc au stade Léo Besançon football et puis Val-d'Aon qui s'est déroulé à la fin de match dans un brouillard. On voyait pratiquement plus rien, on voyait plus grand chose. Et c'est vrai que c'est bien de mettre les matchs à 15h. Moi j'ai toujours du mal, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne met pas les matchs de National 3 voire National 2 à 15h en après-midi. Il faisait très beau en plus l'après-midi sur la région byzantine. Il y avait un grand soleil à 15h, mais on continue à mettre ces matchs à 18h. Il fait froid, il fait très très froid. Et en plus, il y a du brouillard, enfin bref. Et puis surtout, on parle d'économie en ce moment, on parle d'économie, écologie, et ça permet de ne pas éclairer un stade en pleine journée. À 15h, il n'y a pas besoin d'éclairage, sauf si vraiment le temps est couvert. Mais c'est quand même, tout est gagnant là-dessus. On peut venir avec ses enfants. C'est vrai que venir avec ses enfants à 18h quand il fait froid, c'est pas toujours évident.
Donc en pleine journée, ça permet aux familles de venir voir les matchs. Et c'est vrai que ça va être un beau derby entre deux belles équipes. Le Racing Besançon leader et puis le Besançon Football également qui est dans les premières places au classement. Et c'est vrai que ça va être une belle ambiance, un beau match, deux belles équipes, bref, que du plaisir. Donc c'est confirmé par la page Facebook du Besançon Foot. Le match est bien à 15h ce samedi. Donc. C'est très bien. Moi je trouve que c'est une superbe initiative en tout cas des deux clubs. Donc bravo à eux. Parce que franchement, des matchs à 15h, moi je trouve ça très bien. Pendant ce temps, CA Pontarlier se déplacera du côté de Guignon. Jura de Loire recevra Montceau-les-Mines. Selongé recevra Grand-Villard. Paron recevra Mortemont-le-Bon. Et Valdan-Versel recevra la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. Je pense que Valdan jouera dimanche contre Sochaux. On verra. Étant donné... On verra. Bon, si on écoutait... cette période hivernale où les jours tombent de bonne heure. Quoi. De bonne heure, ça se rallonge un peu, là, ça devient bon, on part dans le bon sens. Alors, on va écouter les réactions de Benoît Pensier et puis également Kevin Leboeuf qui a joué du côté du Racing Besançon et qui est maintenant du côté du Besançon Football pour justement lancer ce beau derby qu'on va vivre ce samedi au Léo. Avec Benoît Pensier, bonsoir coach, et puis tout d'abord je tiens à vous présenter tous mes voeux pour cette année 2022. C'était le premier match en National 3 pour cette nouvelle année face à Val-d'Aon. Victoire ce soir, une première mi-temps compliquée où vous êtes mené au score à la pause et ensuite vous avez su trouver les ressources pour gagner, pour remporter cette victoire, pour vous imposer 2-1. Oui, effectivement, déjà bonne année et meilleurs voeux à tout le monde. Pour rentrer plus sur l'analyse du match, où effectivement, une première mi-temps où on a eu beaucoup de mal à mettre de l'intensité contre une équipe bien regroupée, avec un bloc assez bas. Donc, difficile de trouver des espaces. Puis, on n'a pas mis, comme je vous disais, on n'a pas mis l'intensité qu'il faut. On prend un but sur un contre, un des deux contres qu'ils ont. Scénario classique d'une équipe qui essaie de produire contre une équipe qui a fermé le jeu. Sur cette deuxième mi-temps, on partait sur les mêmes bases, sauf que voilà, on y a mis peut-être un petit peu plus d'ingrédients, surtout au niveau de l'intensité. On a monté d'un cran. Bon, après, voilà, ça s'est joué dans les derniers instants. Il fallait être patient, il fallait y croire jusqu'au bout, il fallait déterminer. Et c'est là où il faut récompenser cette équipe et leur tirer le chapeau parce qu'ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. Justement, c'est le discours que vous avez tenu aux garçons à la pause. De tout temps y croire, d'accélérer et de continuer encore. Oui, forcément, c'était déjà d'y mettre beaucoup plus d'intensité et de mouvement. Un bloc aussi bas que ça, avec autant de monde, il jouait à 5 derrière, plus 2 milieux défensifs, il y avait beaucoup de monde devant la surface. Il fallait mettre du mouvement, il fallait mettre du rythme, de l'intensité. Voir peut-être un jeu pourquoi pas un peu plus direct, passer par les côtés. Il fallait mettre de la folie un petit peu dans ce match, ce qui a été fait pas assez à mon goût aussi en deuxième mi-temps, mais disons qu'on l'a déjà un peu plus fait et ça a fini par enfin, je dirais, dans les derniers instants, à être productif. Oui, c'est vrai que vous l'aviez dit dans la presse écrite que c'était un match très important ce soir. Ça vous permettait aussi de basculer, de vous rapprocher un petit peu de cette tête du classement. Oui, parler de tête du classement, on n'en est pas là. Mais moi, je dirais plus que ça nous permet de nous donner encore un peu plus d'air et d'aborder les prochaines échéances, c'est-à-dire le Racing, premier gros épouvantail de la poule. Et une semaine après, Guignon, deuxième épouvantail de la poule. Donc on va vraiment prendre ces matchs maintenant avec le plaisir de jouer des beaux matchs, sans avoir une pression qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas pris les 3 points ce soir. C'est vrai que vous avez parlé du derby qui arrive face au Racing Besançon. Justement, cette deuxième période, avec l'intensité qu'on a vue, c'est l'idéal pour un derby. Oui, sauf qu'ils font un championnat, nous on en fait un autre. Donc c'est un peu le PSG de la poule. Prendre beaucoup de plaisir à jouer ces matchs parce que c'est toujours intéressant pour les joueurs à préparer ce match. Comme je vous le dis, on va le préparer dans la sérénité. Il y aura du monde,
J'espère que le terrain sera un petit peu de meilleure qualité. J'en doute, parce qu'on est encore dans l'hiver, et on le sera encore la semaine prochaine. Mais malgré tout, il y a quand même un bon match à préparer, à jouer. Que les joueurs prennent du plaisir, beaucoup de plaisir à jouer ce match. Peut-être c'est des matchs qu'ils joueront pas forcément souvent dans leur carrière. Donc voilà, qui prennent un maximum de plaisir à jouer ce style de rencontre sans se mettre une pression fondamentale sur le résultat. Il faut un championnat, on en fait un autre. Voilà. Oui, il faut prendre le match comme un autre. Vous allez le préparer, je suppose, de la même façon que les autres. Ouais, complètement, même on va dire peut-être même de manière plus ludique, plus décontractée, justement pour enlever un petit peu cette pseudo-pression qu'il pourrait avoir sur ce match. Voilà, ça reste un match de foot. On va dire il y a 3 points à prendre, il y a beaucoup de plaisir à prendre surtout. Et voilà, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis au mercato, il y en a d'autres qui sont arrivés, c'est des profils justement que vous aviez besoin. Ouais, même si malheureusement on n'a pas pu les voir ce soir parce que, enfin, sauf Stéphane Sabine qui a pu jouer un petit bout, mais on savait jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait être qualifié, donc on a eu sa validation avant-hier. Manu Traoré, pareil, qui a ressenti une douleur, donc n'a pas pu être aligné. Joseph Mendy qui est encore sous le coup d'une suspension. Voilà, bon, le mercato n'est pas terminé encore. On attend peut-être un, voire peut-être 2 renforts. On va voir. Plutôt offensif ou défensif? Un peu, ouais, peut-être un offensif, un défensif. On va voir ce qu'on peut faire, en espérant de ne plus en perdre, parce qu'on en a déjà perdu pas mal. 5 joueurs sur un mercato de milieu de saison, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ouais, on va essayer de parfaire ça jusqu'au 31 janvier. Merci beaucoup, coach. On vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve ici dans une semaine face au Racing Besançon. Merci à vous. Au revoir. On est avec Kevin. Bonsoir, Kevin. Alors, tout d'abord, je tiens à te présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Ça nous fait déjà du bien de te revoir sur les terrains. Bon, c'était la première journée en 2022 face au FC Val-d'Aon, avec une première période compliquée où il a manqué un peu de rythme. Vous êtes mené au score à 1-0 à la pause. Après, vous revenez avec d'autres intentions en seconde période. Forcément, quand on est mené, on n'a plus trop le choix. Et puis, vous arrivez à remporter ce match, on va dire, à l'arrache. Ouais. Première mi-temps assez compliqué. Compliqué. On a la possession. Après, sur un contre, on se fait avoir. Hein. Pour moi, c'est ce que je dirais. On se fait avoir. On est revenu avec d'autres intentions, ouais, en deuxième mi-temps, avec changement de système. Et puis une envie aussi tout autre. Hein. Parce que je pense qu'il y avait peut-être un peu de suffisance, ou on les a peut-être pris de haut. Enfin, je sais pas. En tous les cas, voilà, la réaction en deuxième mi-temps était très très bien. Mais on est spécialiste de la remontada. Donc, non, puis une victoire comme ça sur le fil, ça fait du bien. Elle est belle, hein, franchement. Ça fait vraiment du bien, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit justement le coach à la pause? Au niveau des attitudes, de l'envie, il fallait en mettre plus. Voilà, qu'on était, comme je vous ai dit, suffisant. Hein, donc il fallait peut-être en faire plus pour déjà aller rechercher l'égalisation puis la victoire. Parce que pour nous, c'était important de gagner. Hein. Clairement, ils sont avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, bien sûr, mais ils n'ont pas gagné un match. Et puis, pour moi, ça serait une faute professionnelle de perdre contre Val-d'Aon. Voilà, après, pas forcément un discours agressif à la mi-temps, mais voilà, simplement de se dire qu'on repart de plus belle en deuxième mi-temps, refaire un bis repetita de Dole ou même de Pontarlier au début de saison, et puis ça a fonctionné. Et puis aussi, les choix tactiques du coach aussi ont fonctionné, donc c'est de bon augure, quoi. Oui, après vous êtes revenu avec ce penalty et puis dans les toutes dernières minutes de cette partie, il y a également ce but qui arrive. C'est vrai que c'est de bon augure aussi pour la suite. Qu'est-ce qui manque au Besançon Football c'est la régularité qui manque depuis le début de saison? Régularité, comme vous le savez, on a déjà pas mal d'absents, des suspendus, des absents, donc c'est vrai que déjà trouver les automatismes, ça vient petit à petit, mais après, je sais pas, on est toujours peut-être dans la réaction.
Faudrait être plus dans l'action que dans la réaction. On attend toujours de se faire mener pour réagir. Vu de cette première période, par exemple. Ouais, exactement. Après, moi, voilà, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je pense qu'on va faire une deuxième partie une bonne deuxième partie de saison. Et on va voir où. Nous, le but, c'est d'aller chercher le haut du tableau, hein, la plus haute place. Le maintien, moi, je veux pas regarder. Et puis, je pense qu'on est tous comme ça dans le vestiaire. Le maintien, on veut pas en parler, nous. Parce qu'on est tous voilà, on est déjà compétiteurs dans là, mais voilà, on a un certain niveau aussi. On a touché un peu plus haut le football de haut niveau. Donc, non, pour nous, le maintien, ça nous intéresse pas, quoi. Et puis quand on regarde quand même l'équipe de Besançon football, c'est compliqué de parler de maintien quand même. Ouais, bien sûr. Mine de rien, c'est un club quand même qui se structure, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs de qualité, certains qui sont passés, qui ont un CV, un gros CV aussi. Bon, on a eu trois départs cet hiver. Bon, c'est comme ça, c'est la loi du football, faut faire avec. Mais Les 3 arrivées également qu'il va falloir aussi, comme tu disais, tu parlais des automatismes tout à l'heure, il faut aussi les intégrer. ouais, il faut tout doucement, ils vont se faire au niveau, la mayonnaise prendra et puis il n'y a pas de raison. Moi, dans tous les cas, je suis pas inquiet, je pense qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison. Bon, cette deuxième période, comme je disais au coach tout à l'heure, il y a eu beaucoup plus d'intensité. C'est bien pour préparer un derby qui arrive contre le Racing Besançon la semaine prochaine. Ouais, derby, le fameux derby, hein. Non, mais je pense que voilà, déjà cette victoire-là elle va nous permettre d'aborder le derby sereinement et puis surtout avec plein d'envie. Un derby, ça se gagne, hein. Moi, j'ai envie de dire, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, peu importe la manière, peu importe, il faut gagner. Ça, c'est le derby de la ville. Donc, non, on va bosser à l'entraînement, on va voir, et puis on va faire le match qu'il faut contre le Racing, hein. Oui, puis ce sera sûrement une très belle partie parce qu'il y a quand même 2 belles équipes, que ce soit le Racing ou le Besançon Football. Et après, ensuite, vous allez enchaîner face à Guignon. En fait, vous allez recevoir le premier et le deuxième. Sont des matchs excitants à jouer, je suppose, quand on est joueur. Ouais, c'est des bons matchs, des gros matchs. Mais aussi de se jauger, hein, par rapport à ces adversaires-là qui ont un petit peu plus de budget, par exemple, ou des joueurs, pareil, hein, qui ont testé un peu le milieu, certains pour le milieu pro, d'autres à un très bon niveau aussi. Mais non, on se prépare pour le derby. De toute façon, le derby est lancé, hein, déjà, avec les connaissances qu'on a, Racing Besançon et puis Ça changera un petit peu. Ouais, ça changera un petit peu. Mais la bataille se fera sur le terrain et puis on verra qui va l'emporter. Alors, à titre personnel, comment tu te sens? Parce qu'on sait que tu as été blessé en début de saison. Comment ça va physiquement? Écoutez, physiquement, ça va. J'ai eu 3 mois au début de saison, ça a été compliqué parce que j'avais une grosse entorse à la cheville, il y a eu des complications. Donc j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux. Je suis revenu contre Dole. Dole, ça s'est très très bien passé. À titre personnel, j'ai fait un gros match aussi, une passe décisive. Aujourd'hui, je fais ma deuxième passe décisive aussi pour l'équipe. Je suis content, en tous les cas, j'apporte ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et puis, sincèrement, ouais, non, je me sens plutôt bien. Après, deux, trois pépins par-ci, par-là, mais bon, c'est le jeu, hein. Mais ça va, sinon, ouais. Oui, le plus important, c'est de reprendre du rythme, c'est d'enchaîner les matchs. C'est le but, hein. Bon, on va voir. Là, je me fixe à titre personnel une bonne deuxième partie de saison. Puis, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, hein. Donc, on verra bien, quoi. Merci beaucoup, Kevin. On se retrouve donc la semaine prochaine face au Racing Besançon, ici même. C'est lancé, le derby est lancé, je vous le dis, moi. C'est lancé, comme dit Kevin Leboeuf, le derby est lancé. Eh bien, on va refermer cette page football, cette page nationale 3. Bon, Fred, plus rien à redire? C'est tout bon. Allez, juste un mot de handball pour vous dire que c'était la Coupe d'Europe du côté du Palais des Sports, Gagny-Yalouz, où le SBF recevait les Norvégiennes de Sola. C'est une défaite 39-32 pour les Byzantines. Elles s'étaient déjà inclinées du côté de la Hongrie il y a une semaine. Défaite aussi en championnat face à Fleury, qui était qui était dans les dernières positions du classement de la LFH. Mais elles auront l'occasion de se reprendre. Les Byzantines, ce sera ce mercredi à 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz, où elles recevront Celles-sur-Belle pour le compte de la 12e journée en LFH, où nous serons présents, bien évidemment. Et puis elles vont gagner, les Byzantines. Mais oui, elles vont gagner contre Celles-sur-Belle. On leur souhaite en tous les cas.
Et puis, direction Palante, cette fois-ci, avec Palante qui est en National 1 et qui vise la montée en D2. Et Palante qui semble bien parti avec un match remis contre Strasbourg la semaine dernière et qui va se jouer fin janvier. Et puis, c'est une victoire pour les Byzantines de Palante, 27-18 face à Épinal. Et moi, je vous propose d'écouter la réaction des deux coachs, Tcheksek et puis également Stéphane Delers. C'était ce dimanche au Palais des Sports. On est ici au Palais des Sports où Palante Besançon recevait l'équipe d'Épinal. Alors tout d'abord, je vous souhaite tous mes voeux pour cette année 2022 qui démarre bien, hein, parce que Palante est toujours invaincu, même en 2022 avec la victoire aujourd'hui face à Épinal. Tout n'a pas été parfait ce soir, forcément, avec les matchs qui reprennent seulement après un bon mois sans rencontre. Oui, toi aussi, bonne année à toi, Fred. Oui, bien sûr, c'est un match de reprise avec ses bons et mauvais côtés. Hein. Si on regarde de manière juste comptable, 18 buts pris, c'est bien. Maintenant, la manière n'était pas toujours au rendez-vous, mais bon, on le savait un petit peu, on l'appréhendait un peu. C'est pas une équipe exceptionnelle, mais c'est une équipe valeureuse, Épinal. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, elles n'ont jamais lâché. Elles ont deux joueuses qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis nous, on a buté sur une gardienne de but. Voilà, je pense qu'à la mi-temps, j'ai regardé, il y avait 10 arrêts déjà, ce qui est quand même considérable. Donc voilà, c'est un vrai match de reprise. Maintenant, c'est notre 12e victoire. On se rapproche tout doucement de nos objectifs. On n'a toujours pas perdu et je crois que c'est ce qu'on va retenir. Tous mes voeux aussi, hein, bonne année, beaucoup de santé. Hein. Le Covid nous a un peu impacté par rapport au report de match. Donc, depuis le 27 novembre, on n'a pas joué. Donc, c'est un match de reprise, ça se voyait, notamment en première mi-temps. Donc, on a le mérite de s'être accroché. Voilà, en deuxième mi-temps, il y avait un léger mieux. À partir du moment où on a pris un peu d'écart de 4 buts, après, c'était mieux. Les filles étaient plus libérées et puis on jouait à peu près leur handball. Mais voilà, c'est un match qui a manqué de rythme et surtout, on n'a pas été efficace sur le duel avec la gardienne où on a raté des immanquables en première mi-temps. La deuxième mi-temps aussi, c'était moins, mais on a encore manqué cette situation de jeu-là où on n'était pas très, très efficace. Alors justement, comment vous gérez le Covid? C'est vrai, c'est compliqué en ce moment. On sait que la propagation du virus va très vite. Comment vous gérez au quotidien? Je suppose que ça ne doit pas être facile. Non, mais en fait, compte, oui, alors là, il faut être entre magicien et changeur de donne. Écoute, c'est simple. Dans la semaine, on a eu pratiquement qu'une seule gardienne avec nous parce qu'on a eu une gardienne qui est venue de l'équipe 2 pour nous aider, Laura, qui est toujours serviable, mais qui avait des symptômes. On a eu Maria qui était positive, Alicia, groupe qui était positive, Estelle qui est blessée. Donc on a un groupe à un moment donné qui était cas contact, qui sont entraînés masqués d'un côté, un autre groupe qui s'est entraîné différemment, mais de toute façon, on ne pouvait jamais mettre en place du collectif. Donc c'est vrai que c'est toujours un casse-tête. Toi, tu prépares des séances et 5 minutes avant, il y en a qui dira je suis positif ou je suis cas contact. Donc nous, on n'a pris pas de risque. On a fait aussi l'effort de dire les filles, vous testez. Les filles, vous faites attention, on met pas en jeu notre sécurité et puis la sécurité de tout le monde. Donc toutes les filles, elles jouent le jeu là-dessus, mais ça nous amène des fois à avoir un collectif de 17, 18 filles, puis on s'est entraîné à 9, 11, tu vois, c'était vraiment compliqué, quoi. Alors bien sûr, hein, quand tu regardes la prestation là, il n'y a pas de secret quand c'est moins fluide que d'habitude, puisqu'on s'est entraîné de manière complètement erratique. Voilà. Et puis avec ces matchs reportés aussi, avec le premier à Strasbourg qui est reporté en fin du mois. Ouais, exactement, on joue la date de report, c'est le 30. Donc on joue Strasbourg le 30 si tout va bien entendu. Là on y va au jour le jour, semaine en semaine. Donc jusqu'à ce matin, le journaliste Mehdi m'a demandé est-ce que vous jouez? Je dis oui, on n'a pas de nouvelles, donc normalement on joue. Donc on en est là, quoi. Donc dans l'incertitude de s'entraîner déjà et de jouer le week-end à cause du Covid. Donc premier match là. On espère bien travailler cette semaine pour le match qui vient, qui est un match spécial, qui vaudra 3 points, mais c'est un derby contre Besançon, où on espère retrouver un peu plus de rythme. De toute façon, il nous faudra plus de rythme et d'efficacité pour prétendre à la victoire contre Besançon. Donc on va s'y atteler avec Steph et puis Arnaud pour retrouver de la continuité dans le jeu et du physique, pour pouvoir
enchaîner, avoir un jeu beaucoup plus fluide et puis être efficace surtout. Efficace sur le duel avec la gardienne de but. Oui, c'est sûr, sans compétition, forcément, le rythme descend un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Il faudra justement de l'intensité pour ce derby. On sait que c'est toujours des matchs spéciaux, comme le disait Chek. Oui, c'est aussi des filles qu'on connaît très bien, dont on suit les parcours, des filles qui se connaissent absolument, hein, avec beaucoup d'amitié. C'est un derby, mais pas dans le sens négatif ou guerrier du terme. Alors bien sûr, hein, chaque équipe va vouloir gagner ce match-là, mais on a une vraie entente. Par contre, on a un objectif précis, elles aussi, hein, elles ont l'objectif de pas descendre, de rester dans le milieu du tableau haut, avec des filles qui sont de qualité, des filles qui s'entraînent au pôle, des filles qui descendent de D1. Donc écoute, nous on va faire notre bonne semaine, on va se préparer parce qu'on a du boulot. On a toujours des filles de qualité, hein, pas oublier. On a préservé Ivana Filipovic parce qu'elle était sur la feuille, mais elle n'a pas joué parce qu'elle avait un peu mal au dos. Donc voilà, on va y aller avec toutes nos armes. Et puis surtout, on va faire que ce derby, il soit beau. Parce que c'est ça qu'on cherche. On a besoin de retrouver notre collectif et la qualité de jeu de notre collectif. Quand on l'aura retrouvé, il y aura un peu d'équipes qui pourront nous embêter. Messieurs, rendez-vous dimanche prochain, ici, pour le derby. Avec plaisir, Fred. Rendez-vous dimanche prochain avec plaisir. Hein. Et avec du public, avec voilà. Du public. On vous attend nombreuses, masqués. Et surtout, venez voir du hand féminin avec 2 équipes de qualité. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin, donc ça sera un week-end de derby. Racing Besançon Football samedi prochain à 15h. Et puis dimanche, il y aura le derby de la réserve de l'ESBF face à Palante. Ce sera à 16h. Et puis il y aura également l'ESBF, match de Coupe d'Europe contre Zagreb. Ce sera du côté du Palais des Sports. Alors, je crois que c'est 20h si je ne me trompe pas. Donc c'est bien que le match de foot à 15h. C'est samedi hein, pour le SBF, pour la Coupe d'Europe. Parce que tu dis 20h, mais on n'a même pas dit le jour. Donc là, vous faites un petit derby à 15h, tranquille, football. Et puis le soir, vous allez voir un match de handball. Le temps de dîner, puis de retourner au sport voilà. Et d'aller au hand. Donc c'est bien quand les rencontres. Un beau samedi de c'est bien quand les rencontres sport, sont dispatchées. Ça permet à tout le monde d'aller voir ses sports préférés. Donc, mercredi aussi, hein, faut pas oublier. Exactement, mercredi, il y aura aussi un match de championnat au Palais des Sports Igny-Yalouz. Comme on disait tout à l'heure, le SBF recevra Celles-sur-Belle où on sera également. Et puis on espère une victoire des Byzantines. Allez, on va stopper la série négative et puis on bat Celles-sur-Belle. Et puis on s'impose face à Zagreb. Et puis là, c'est reparti pour la marche en avant pour le SBF. Un mot de basket avec le Bezac qui s'est imposé ce vendredi face au Pôle France Espoir, 68-55. Donc bravo aux basketteurs byzantins. Bon, merci Fred d'être venu. Bon, on a fait un petit peu les prolongations ce soir, mais il y avait une actualité tellement riche. Et puis aussi en handball, les Français, ils jouaient ce soir, je crois. Ils ont battu la Croatie, championnat d'Europe. Ils ont battu la Croatie. Ils ont battu l'Ukraine 36-23. Et puis normalement, ils vont jouer ce soir à 20h30 leur 3e match tour préliminaire contre la Serbie, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont bien partis, les Français, dans ce championnat d'Europe de handball. Donc, on espère encore avoir un titre, parce que c'est le handball français, que ce soit chez les filles et chez les garçons, vole sur le toit du monde. Avec Lucie Granier, vice-championne du monde aussi également, qui faisait partie de cette équipe de France, l'ailière droite de l'ESBF. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci Fred d'être venu ce soir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera lundi prochain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Eh oui, c'est bien Fred, 18h, c'est bien ça, c'est l'horaire. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis surtout une excellente semaine. Prenez soin de vous, faites attention et puis rendez-vous lundi prochain à 18h. Bonne soirée. La crinière du lion, une
la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas des